à tous, bienvenue à ces rencontres Africa spéciales Algérie. On est ravis d'être là aujourd'hui avec Dr Morsli, Dr Salah Sahraoui, pour vous parler un petit peu de l'environnement et des opportunités dans le secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique en Algérie. Alors, on va commencer. Donc, je vais partager mon écran avec vous. N'hésitez pas à me le dire si vous le voyez. Très bien. Alors, juste pour commencer, je m'appelle donc Shiraz Ben Seman, je suis la fondatrice de la société Pitch World Fast. Je suis ravie d'être ici donc, avec Dr Morsli et Dr Sahraoui pour vous parler un petit peu de ce qui se fait en Algérie. Il faut savoir que de côté de notre société, depuis 2016, Dr Salah Sahraoui d'ailleurs et Dr Morsli y ont participé. Nous organisions des tables rondes pour le ministère de la Santé algérien pour discuter notamment des différentes priorités, faire un benchmark de bonnes pratiques et améliorer donc le système de santé en Algérie. L'année dernière, nous avons lancé des initiatives qui prennent forme de webinaires africains sur la santé, où là, nous avons plus d'une quinzaine de pays africains qui participent pour vraiment discuter de coopération africaine dans ce secteur. Et c'est devenu vraiment une plateforme et un forum d'échange d'expériences sur le continent dans le secteur de la santé. Alors, pour revenir sur le système et sur le secteur de la santé en Algérie, il faut savoir qu'il est assez proche quand même du système de santé français. Donc, le système est entièrement gratuit, il est à la charge de l'État. Donc, tous les patients, tous les citoyens algériens ont accès aux traitements, aux services de soins gratuitement. Donc, il y a vraiment ce caractère social pour les systèmes de santé en Algérie. Alors, avant la Covid-19, il faut savoir qu'en Algérie, donc, on avait réalisé la transition épidémiologique. Donc, on est beaucoup plus maintenant sur des maladies non transmissibles et on a quasiment éliminé la majorité des maladies transmissibles avec un programme de vaccination très développé dans notre pays. Si on regarde les infrastructures de santé, donc là, l'idée, c'est vraiment de vous donner un aperçu de ce qu'il y a et de l'environnement algérien. Donc, il faut savoir que donc, les établissements publics ont un budget de fonctionnement qui est de nouveau à la charge de l'État et de la sécurité sociale. Les budgets d'équipement, tout ce qui est investissement lourd, sont aussi entièrement à la charge de l'État. On a à la fois des infrastructures de santé privées et publiques. Si on regarde les établissements publics de santé, on a 16 centres hospitalo-universitaires, 235 établissements publics hospitaliers, 74 établissements hospitaliers spécialisés. Vous pouvez le voir, c'est assez varié. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner accès aux soins aux patients algériens à travers le pays sur les 48 wilayas. Je voulais juste faire un petit point concernant les différents acteurs et l'organisation en Algérie, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des changements qui se sont passés. Donc, bien sûr, on a le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui est donc le régulateur et qui est responsable de la politique de santé. Aujourd'hui, le ministre est d'ailleurs le professeur Ben Bouzid. Nous avons depuis l'année dernière un nouveau ministère qui a été créé, qui est donc le ministère de l'Industrie pharmaceutique, qui donc vise la promotion de la production pharmaceutique locale. Dr Morsli et Dr Sahraoui vous en diront plus sur la politique de l'industrie pharmaceutique et aussi de cet environnement-là. Après, il faut savoir que nous avons donc une pharmacie centrale des hôpitaux qui, elle, est responsable de l'approvisionnement des structures de soins dont je vous ai parlé, que ce soit du public ou de privé, donc, et en produits pharmaceutiques ou en dispositifs médicaux. Nous avons ensuite donc l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui, elle, est responsable de tout ce qui est enregistrement, évaluation, conformité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, ainsi que la délivrance des autorisations pour les études cliniques. Peut-être que certains d'entre vous connaissez notamment le Laboratoire national de contrôle produits pharmaceutiques qui, depuis l'année dernière, est d'ailleurs fait partie intégrante de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, donc de l'ANPP. Enfin, nous avons aussi, comme nous avons parlé, nous avons la sécurité sociale également en Algérie, qui, elle, dépend par contre du ministère du Travail, de la Sécurité sociale. Donc, les citoyens, les employés, les entreprises donc, cotisent à la Sécurité sociale. Et donc, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a pour
On travaille sur la politique de remboursement des médicaments, la fixation des tarifs de référence, et c'est lui qui est responsable des conventionnements avec les établissements de soins privés pour la prise en charge des assurés sociaux ayant droit, sachant que bientôt, ou en tout cas, il y a un travail qui est fait pour la mise en place de la contractualisation, donc ce sera quelque chose qui sera aussi fait au niveau des établissements de soins publics. Enfin, on a aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui, lui, est au niveau pour la formation médicale et paramédicale. En plus de tout ce qui est, on va dire, régulateur et agence, je voulais juste quand même mettre en exergue des associations ou des groupements qui existent dans le secteur. Nous avons notamment l'UNOP, donc l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie. Nous avons aussi l'ALPIC, donc l'Association des laboratoires pharmaceutiques innovants, et aussi l'ADEPI, l'Association du développement de la production pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, donc de la production pharmaceutique, d'ailleurs, où Dr Morsley en est le président, et il pourra vous en parler plus en détail. Un petit point vraiment de niveau général sur la production pharmaceutique. Il faut savoir que c'est une des industries les plus dynamiques en Algérie. Elle a cru avec une croissance annuelle d'environ 9%. C'est le 3e marché africain après l'Afrique du Sud et d'Égypte. Et on peut voir que d'ailleurs, cette industrie a vraiment été au cœur de beaucoup d'initiatives étatiques pour protéger et promouvoir la production nationale. On peut parler rapidement, et de nouveau, Dr Morsley et Dr Sahraoui iront plus en détail sur les différentes mesures qui ont été mises en place. Mais on peut parler notamment de l'interdiction d'importation des produits fabriqués localement. Donc, à partir du moment où nous avons des producteurs locaux qui répondent à la demande nationale, on n'importe plus les produits. On peut parler aussi donc des remboursements par la sécurité sociale, des médicaments sur la base des tarifs de référence. Donc, il y a vraiment eu, depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, un réel élan, une réelle des incentives donc, gouvernementales pour vraiment promouvoir ce secteur. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Dr Morsley qui, lui, va vous parler un petit peu plus de l'aspect notamment réglementaire et des différentes opportunités que l'on a en Algérie, notamment dans le secteur pharmaceutique. Tu m'entends? Dr Morsley, la parole est à vous. Allez-y. Merci. Je voudrais aujourd'hui, par mon propos, parler un peu de l'environnement et des opportunités du secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique en Algérie, mais plus précisément de l'industrie pharmaceutique en Algérie. Je vais d'abord, si vous le permettez, faire un bref historique de la situation du médicament en Algérie depuis l'indépendance, avec des étapes qui, à mon avis, me semblent clés. La première chose, c'est que je vais dire, c'est qui servait durant la colonisation à la distribution des médicaments sur le territoire national, ainsi que il y avait 2 unités de production, l'une qui s'appelle et qui continue à s'appeler Pharmal, et qui était la propriété du laboratoire à la base, et Biotique, qui était la propriété du laboratoire Merel Toron. Dès juillet, la deuxième chose qu'il faut signaler, c'est que dès juillet 1963, il y a eu la création de ce qu'on appelle la pharmacie centrale algérienne, qui deviendra dans le futur la pharmacie centrale des hôpitaux, la PCH. En 1963, il y a eu la création d'une commission chargée d'établir la liste des spécialités pharmaceutiques. Et donc, ceci a permis, si vous voulez, de savoir quels étaient les produits qui seraient dorénavant enregistrés en Algérie et qui permettaient d'être distribués sur le territoire national. À partir de 1969, le secteur du médicament a été nationalisé. Et c'est la PCA qui détient à ce moment-là le monopole sur tous les produits de santé. Ceci couvre à la fois les médicaments, l'instrumentation médico-chirurgicale, les réactifs de laboratoire, les produits chimiques, et même, on oublie très souvent, les produits vétérinaires. À côté de ça, il y avait une structure aussi qui s'occupait du matériel médical et de l'instrumentation médico-chirurgicale. La pharmacie centrale donc va gérer en tout à peu près 12 000 items
ce qui est bien évidemment extrêmement important en ayant le monopole sur l'ensemble de ces produits. Donc, en définitive, la pharmacie centrale, concernant la distribution, devient l'outil principal du ministère de la Santé et l'outil privilégié du ministère de la Santé qui va assurer toute la logistique des produits de santé. À côté de ça, la pharmacie centrale va fabriquer dans 3 usines, donc l'ancienne Pharmal, Biotique et Al-Harash, 240 formes et dosages de médicaments, essentiellement sous des formes liquides et des formes sous forme de comprimés et gélules, sous forme de ce qu'on appelle des formes sèches. À partir de 1982, la PCA va être démembrée et on va créer 3 sociétés nationales à compétences régionales, qui sont Enapharm, Encofarm et Enofarm pour la distribution, et ensuite une société de production qui deviendra par la suite Saïdan. Comment peut-on qualifier cette restructuration? C'est, à mon avis, un énorme gâchis que je vais essayer d'expliquer. En créant 3 sociétés nationales à compétences régionales, bien évidemment, ces entreprises étant autonomes, ont acheté sur le marché international une liste de produits qui n'étaient pas totalement identiques entre les 3 sociétés. Et par ailleurs, ces sociétés ont acheté des quantités extrêmement importantes qui, se sont avérées ensuite être très souvent, sont devenus des produits qui sont arrivés à péremption. Et ces 3 sociétés ont subi d'énormes pertes en matière de produits périmés. Ces sociétés ont été dissoutes en 1990 et c'est à partir de cette époque-là qu'il y a eu l'autorisation de grossistes privés. En 1991, il y a eu une libéralisation totale de l'importation du médicament et donc les laboratoires étrangers ont pu importer et distribuer leurs produits sur le territoire national. Alors, comment peut-on qualifier cette période? La privatisation s'est faite, en fait, sans réflexion pertinente et nous en subissons encore aujourd'hui les conséquences sur le plan de la distribution notamment, puisque la distribution s'est faite par des grossistes qui très souvent n'avaient ni les compétences ni la formation pour assurer la distribution des produits sur le territoire national. Il eût mieux valu, à mon avis, créer un holding d'État dans un premier temps avec la participation des intéressés, c'est-à-dire des pharmaciens, et organiser la distribution du médicament de manière progressive. Ceci est un avis tout à fait personnel, bien évidemment. Alors, il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que durant toute cette période, il y a eu des textes fondamentaux qui ont permis d'asseoir le secteur pharmaceutique. Il y a eu la création du Laboratoire national de contrôle dans les années 90, l'Agence du médicament en 2008, la PCH pour l'approvisionnement des hôpitaux, l'enregistrement des médicaments et l'attribution de la DE, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, la création de commissions de nomenclature en 1995, l'inspection de la pharmacie du ministère de la Santé en 1998, la création d'une commission pour l'étude des prix des médicaments et le remboursement des médicaments avec un tarif de référence et la création de la carte Chifa. Il faut remarquer aussi que les frais à la charge du patient étaient minimes dans la mesure où, si on fait une comparaison par rapport à d'autres pays voisins, les frais à la charge du patient étaient de 20,9%, tandis qu'en Tunisie, 39,8% et au Maroc, 53,50%. À côté de ça, il y a eu bien évidemment la loi de juillet 2018 relative à la santé et l'application du principe de responsabilité pharmaceutique.
Cette architecture juridique très importante a été complétée par la création en 2020 du ministère de l'Industrie pharmaceutique. La question qu'on se pose, bien évidemment, très souvent, c'est pourquoi on a créé un ministère de l'industrie pharmaceutique alors qu'il existait un ministère de la Santé et que ces activités relatives aux médicaments étaient prises en charge par le ministère de la Santé. Nous avons remarqué au cours de ces longues années, au travers des associations et des producteurs de médicaments et des importateurs, qu'il y avait énormément de retard lié à l'étude des dossiers au niveau du ministère de la Santé, car ils n'avaient pas tous les moyens, à la fois matériels et humains, pour exercer ces activités dans de bonnes conditions. Le fait de créer le ministère de l'Industrie pharmaceutique a permis très rapidement d'évoluer et de prendre en charge, en fait, toutes les difficultés que rencontrait le ministère de la Santé. Donc, ce ministère de l'Industrie pharmaceutique, de par son nom, aurait dû avoir une orientation purement liée à l'industrie pharmaceutique, mais en fait, de fait, ce ministère prend en charge l'ensemble de la problématique du médicament. Quelques chiffres pour montrer un peu l'importance en fait, du secteur. Les importations en 2018 étaient de 1,4 milliard de dollars et en 2019, 1,13 milliard de dollars. Quant à la production, en 2019, elle représentait 2,32 milliards de dollars, soit à peu près 60% de la consommation nationale. Je reviendrai ensuite sur l'évolution de la production par rapport à la consommation nationale. En 2008, la production nationale ne représentait que 25% de la consommation nationale et elle est aujourd'hui aux alentours de 65% en 2018 et 66% en 2019. Cette augmentation se situe aux alentours de 17% durant les dernières années. Alors, cette évolution s'est faite en fait relativement rapidement par le biais d'une stratégie établie par le ministère de la Santé à l'époque et qui consistait à dire que lorsqu'il y avait 3 producteurs de médicaments pour un produit, on arrêtait l'importation de ce produit. Ceci a permis, bien évidemment, d'avancer beaucoup plus rapidement et de protéger donc les producteurs qui avaient investi énormément sur la création d'usines et qui avaient eux-mêmes avaient pris, si vous voulez, au niveau des banques, des crédits extrêmement importants et qu'ils devaient rembourser, bien évidemment. En ce qui concerne les dépenses de santé, l'Algérie, dans ce domaine-là, est dans la moyenne mondiale, puisque les dépenses de santé par rapport au PIB sont au niveau des États-Unis de 17,1%, l'Algérie 7,2%, la Tunisie 7%, le Maroc 5,9%, et la moyenne mondiale se situe à 9,9%. Les dépenses en produits pharmaceutiques par habitant en 2015 se situent de la manière suivante. La moyenne de l'OCDE est à 719 $, la France à 637 $, les États-Unis à 1620 $, l'Algérie à 80 $, la Turquie à 230,60 $. Il faut préciser que les médicaments en Algérie sont peu chers et l'Algérie se situe sur le marché en Afrique en deuxième ou troisième position. En ce qui concerne les indicateurs socio-économiques, notamment l'importance de la démographie médicale, on trouve, et ceci est intéressant, un médecin, c'est des statistiques de 2013, un médecin généraliste pour 1980 habitants, un spécialiste pour 2000 habitants et un pharmacien pour 3750 habitants. Soit aujourd'hui 9177 pharmaciens en 2013. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a environ 10 000 pharmaciens sur le territoire national. Au niveau maghrébin et européen, les chiffres sont les suivants. La Tunisie, en 2015, avait 164,8 médecins pour 100 000 habitants. Le Maroc, 61,8 médecins pour 100 000 habitants. L'Espagne, 49,5 médecins pour 10 000 habitants. La Russie, 43,1 médecins pour 10 000 habitants. Et la France, 340 médecins pour 10 000 habitants en 2018.
Pour bien comprendre un peu cette évolution, il faut revenir un peu aux principales pathologies que nous rencontrons aujourd'hui en Algérie. L'Algérie connaît aujourd'hui des pathologies de pays riches. En effet, le cancer, une des plus grandes pathologies, c'est le cancer, et nous avons aujourd'hui 50 000 nouveaux cas par an. Les autres pathologies très importantes sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies liées au côlon et les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Je vais essayer, si vous voulez, de dire quelques mots sur le système de sécurité sociale. En fait, le système de sécurité sociale algérien est à peu près identique au système français. En fait, il a été introduit en Algérie par l'extension de la loi de 1945 à l'Algérie, et à partir de 1975, tous les textes ont été algérianisés. Aujourd'hui, la branche maladie est déficitaire car nous sommes dans un système de répartition. Les jeunes cotisent pour les personnes âgées. C'est le même système, si vous voulez, que nous retrouvons bien évidemment en France. Compte tenu du chômage actuel, les cotisations sont insuffisantes pour couvrir les dépenses de médicaments, de santé de manière générale. Il faut savoir aussi que les médicaments sont tout de même remboursés à concurrence de 100% pour les médicaments essentiels et à des taux inférieurs pour certaines classes de médicaments. La branche vieillesse est en difficulté aussi parce qu'elle est financée mais elle est financée aujourd'hui par un fonds d'investissement. Par ailleurs, il existe, et ça, les travailleurs des deux pays le savent, il existe une convention bilatérale de sécurité sociale entre l'Algérie et la France datant de 1965 qui protège les travailleurs des deux pays lorsqu'ils exercent leur activité dans l'un des deux pays. Je vais arriver maintenant aux opportunités dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Le constat d'abord, le nombre d'unités pharmaceutiques aujourd'hui se situe à environ 80 et les projets en cours déposés auprès du ministère de la Santé dans un premier temps et de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui se situent aux alentours de 120. La mise en fonction de toutes ces unités devrait couvrir environ 70% des besoins. Alors, il faut faire une remarque qui me paraît importante, c'est que la plupart de ces unités sont aux normes GMP. Et donc, elles fabriquent essentiellement des génériques et les formes produites tournent autour des liquides, des formes liquides et des formes solides, et très peu d'injectables. Les formes injectables nécessitent bien évidemment un savoir-faire et des compétences que nous n'avons pas toujours, bien qu'il y ait des laboratoires aujourd'hui, en dehors de Saïdel, qui fabriquent des formes injectables. Mais le nombre de laboratoires qui fabriquent ce type de forme n'est pas très élevé. Le marché hospitalier, de ce fait, en fait, s'approvisionne à l'importation par le biais d'appels d'offres ou de consultations restreintes. Quelles sont les opportunités aujourd'hui ici en Algérie? Il y a, comme je l'ai dit déjà précédemment, le développement des formes injectables. C'est un marché très important, notamment dans le cadre de la cancérologie. La deuxième chose, ce sont les biotechnologies. Nous en sommes au balbutiement, bien qu'il y ait quelques laboratoires, ou deux, qui commencent aujourd'hui à fabriquer des produits de biotechnologie. Vous savez que l'Algérie est un pays pétrolier, mais qui importe en fait tous les dérivés du pétrole. Il y a des opportunités dans ce domaine-là, à la fois pour fabriquer du paracétamol, de l'acide acétylsalicylique, mais aussi des parabènes. Comme vous le savez, les parabènes sont utilisés dans la pharmacie et l'agroalimentaire. Et il y a à peu près 300 types de parabènes qui sont issus des dérivés du pétrole. L'autre opportunité, et elle est due au coronavirus, c'est la relocalisation de certains nombres de produits qui sont fabriqués aujourd'hui dans des pays asiatiques et qui pourraient bien évidemment être fabriqués ici en Algérie. Quels sont les avantages de cette relocalisation, particulièrement en Algérie? C'est qu'on maîtrise, il n'y a pas de problème de langue.
le coût des énergies est faible, les salaires ne sont pas très élevés, et l'espace, ce que j'appelle l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de fabriquer sur le territoire national, et comme vous le savez, à peu près 2 millions de kilomètres carrés. Et enfin, la communauté scientifique, les Algériens sont formés dans des universités en Algérie, et il y a une communauté scientifique très importante qui est de plus en plus à un niveau de plus en plus élevé. Par contre, nous avons besoin de structures de formation pour la formation des techniciens, pharmaciens dans les domaines de la production, de la maintenance et du laboratoire. Nous avons un déficit dans ce domaine très important et il y aurait peut-être une opportunité dans ce domaine à réaliser une école de formation à la fois pour l'Algérie, le Maghreb et peut-être même l'Afrique, avec des financements par l'Union européenne de ce type de structure de formation. La création d'une banque franco-algérienne pour financer les projets de santé de manière générale, donc le pharmaceutique et de santé, qui m'apparaît être quelque chose d'extrêmement important puisque aujourd'hui les banques sur la place financent très peu ce type de projet et il y a lieu, si on veut avancer rapidement, pouvoir les faire financer par une banque spécifique, une banque à capitaux français et algériens, de façon à permettre rapidement la réalisation d'un certain nombre de projets ici en Algérie. Alors, quel type de partenariat avec les opérateurs algériens? Alors, bien sûr, bien évidemment, il y a l'importation de produits finis, princeps, sous forme de brevets, qui sont encore sous forme de brevets, la fabrication de produits sous licence, la fabrication à partir de prémix, la vente de matières premières et excipients et la vente de dossiers pharmaceutiques. Et un point qui me paraît être fondamental, c'est la coopération technique dans les secteurs de haute technologie, biotechnologie, avec des études cliniques mixtes, par exemple. Le gros problème, en fait, des biotechnologies et des biosimilaires, particulièrement, c'est que ça nécessite des études cliniques et que ces études cliniques coûtent très cher. Et le fait de les réaliser en commun peut être une solution, si vous voulez, à ces difficultés. La construction d'une usine en partenariat, alors, vous savez, jusqu'à présent, le partenariat était basé sur le 51-49. Il y a une évolution aujourd'hui au niveau des décisions au plus haut niveau, mais on ne sait pas encore si le secteur pharmaceutique est concerné par la disparition, si vous voulez, du 51-49. Pensons que dans les jours ou les mois à venir, cette décision va être prise et nous pourrons à ce moment-là vous éclairer plus spécifiquement concernant le partenariat 51-49 ou sa disparition. La possibilité donc pour des laboratoires étrangers de pouvoir investir directement pour réaliser des unités ici en Algérie. Dans ce partenariat, il y a, à mon avis, quelque chose qui pourrait être fait et qui est l'organisation de stages dans des entreprises pharmaceutiques en France par le biais, en fait, de bourses de coopération pour des gens méritants et sur concours. Ceci a été fait dans le passé et c'est comme ça que nous avons formé beaucoup de pharmaciens industriels et dans le domaine aussi du laboratoire, du contrôle et donc des laboratoires. Un autre point qui me paraît être intéressant, c'est les projets de recherche en commun par les universités et les laboratoires. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'universités en Algérie qui travaillent sur des problématiques liées aux produits pharmaceutiques.
Et il y a des projets de recherche qui pourraient être menés en commun. Ceci permettrait de diminuer les coûts, bien évidemment, et permettrait de faire des recherches, si vous voulez, sur un certain nombre de sujets qui intéressent les laboratoires et bien évidemment les pays, aussi bien en Algérie qu'en France. L'autre point qui me paraît être aussi très important, c'est la collaboration et l'échange d'informations entre des chercheurs français et algériens dans des domaines particuliers relatifs à la santé de manière générale, mais aussi à la recherche pharmaceutique. Alors, ceci, ce sont des idées de partenariat avec les opérateurs algériens, mais il ne faut pas se cacher. Il faut savoir que dans le domaine de l'investissement en Algérie, il y a beaucoup de difficultés liées déjà à l'attribution de terrains. Vous savez qu'en Algérie, les terrains sont attribués en concession par les wilayats, donc les départements, et ceci prend énormément de temps. Et il y a lieu, si vous voulez, mais il y a des instructions maintenant au niveau le plus haut, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République, pour faciliter en fait l'attribution de terrains en concession. Ces terrains en concession sont donnés pour une durée de 30 ans et renouvelables éventuellement. L'autre difficulté, c'est les financements des banques installées sur la place en Algérie. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais parlé d'une banque franco-algérienne, si vous voulez, pour permettre la réalisation de projets. Les financements des banques ici sur la place en Algérie sont complexes, prennent énormément de temps et demandent des garanties qui, très souvent, ne peuvent pas permettre, si vous voulez, à des opérateurs algériens de réaliser leur outil de production. L'autre difficulté, c'est aujourd'hui le temps considérable pour l'attribution des DE, c'est-à-dire des autorisations de mise sur le marché par l'Agence du médicament, qui a cumulé un énorme retard au cours de ces dernières années, quand l'Agence du médicament dépendait du ministère de la Santé, mais qui aujourd'hui essaye de régler plus ou moins le problème en accordant, si vous voulez, des DE avec beaucoup, sur l'instigation bien évidemment du ministère de l'Industrie pharmaceutique, en les donnant beaucoup plus rapidement qu'avant. Et il y a eu à peu près 300 DE qui ont été accordés au cours de ces derniers mois, ce qui a permis aux laboratoires algériens d'avancer plus rapidement et probablement aux laboratoires étrangers aussi de pouvoir fabriquer des produits ici en Algérie beaucoup plus rapidement. L'autre problème qui est un problème crucial, c'est le problème du transfert des royalties. Comme vous le savez, sur le plan du principe et des lois, le transfert des royalties est autorisé, mais en fait, dans la réalité, c'est un problème qui est complexe avec le ministère des Finances et qui ne permet pas tout le temps de réaliser, si vous voulez, ce transfert de royalties. Ça reste une source de difficulté pour les gens qui viennent investir, et notamment les laboratoires pharmaceutiques. Le problème de l'insécurité juridique, tout le monde l'a posé et se pose avec acuité, dans la mesure où on change régulièrement de texte et de loi, ce qui est un problème majeur pour les investisseurs qui viennent en Algérie, parce que quand un investisseur, bien évidemment, vient en Algérie, il a besoin, si vous voulez, d'avoir une sécurité sur une dizaine ou une quinzaine d'années de façon à promouvoir son investissement. Il y a eu des instructions qui ont été données par le président de la République sur ce sujet-là, et c'est un problème qui devrait, je dis bien qui devrait, trouver une solution à moyen terme et bien évidemment à long terme. Beaucoup de laboratoires aimeraient, dans le cadre de leur activité ici en Algérie, pouvoir acquérir des équipements de production rénovés. Ces dernières années, ce problème s'est posé, mais le ministère de l'Industrie n'accordait pas, si vous voulez, l'autorisation, sauf si c'était dans le cadre, si vous voulez, d'une délocalisation d'une usine complète. Aujourd'hui, le problème a été
a été évoqué et il y a des possibilités maintenant plus intéressantes, mais qui nécessitent un certain nombre de conditions qui ne sont pas encore totalement définies par le ministère de l'Industrie. Voilà un peu quels sont les problèmes que je voulais évoquer et les solutions que je voulais vous donner concernant un certain nombre d'idées de partenariat. La dernière chose que je voulais, c'est vous dire que le ministère de l'Industrie pharmaceutique a évolué très rapidement et toute une série de textes ont déjà été paraphés soit en tant qu'arrêtés par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, notamment relatif à la demande de présoumission pour l'investissement, à la composition, l'organisation et le fonctionnement des comités des experts cliniciens, ce qui va permettre de mettre à jour la nomenclature, sur la composition du dossier d'enregistrement des médicaments, sur la désignation du président et des membres de la commission d'enregistrement, sur les procédures d'évaluation du dossier d'enregistrement, sur les présidents et membres de la commission d'homologation des dispositifs médicaux, sur la désignation du président et des membres de la commission des dispositifs médicaux, sur la désignation des membres du comité économique intersectoriel sur les prix et sur la procédure de fixation des prix par le comité intersectoriel. 4 décrets aussi ont été promulgués en décembre 2020 sur les modalités d'homologation des dispositifs médicaux, sur l'enregistrement des produits pharmaceutiques, sur les missions, l'organisation et le fonctionnement du comité économique intersectionnel des médicaments, sur le statut des établissements pharmaceutiques. Et bien sûr, en octobre 2020, sur l'attribution les attributions du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Voilà, je termine avec ma présentation. Je pense qu'il devrait y avoir un certain nombre de questions sur tous ces aspects. Nous sommes là, bien évidemment, pour y répondre à la mesure de nos connaissances. Et donc, je vais repasser la parole à Pierre. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Morsli. Je pense que c'était très intéressant, non pas seulement de voir l'évolution de l'Algérie, donc avec les problématiques déjà qu'il y a eu au début, mais aussi les opportunités, et voir aujourd'hui, au vu de la réalité du marché, à la fois de nouveau opportunités et problématiques qui puissent se poser, quel type de partenariat peut être mis en place, comment est-ce que cela peut être mis en place, mais aussi quels sont les organismes qui existent aujourd'hui qui pourraient potentiellement accompagner. Je pense qu'il y a aujourd'hui, à la date du 4 mars, on a encore certaines choses dont on ne sait pas, mais il va y avoir encore des évolutions et des changements qui vont arriver dans les prochains mois. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y répondre dans le chat et je vais passer donc la parole à Dr Salah Sahraoui. Merci Shiraz, merci de m'avoir donné la parole. Je partage mon écran. Donc, je m'appelle Salah Sahraoui, président de la Société algérienne de biotechnologie et de recherche médicale. Le propos de mon topo d'aujourd'hui, c'est de parler du secteur de la santé d'une manière générale et des différentes opportunités qui pourraient s'offrir à d'éventuels investisseurs étrangers en Algérie dans ce secteur. J'ai choisi de répartir ma présentation en 2 parties, donc secteur de la santé et puis le secteur pharmaceutique. Donc juste pour donner quelques indicateurs sur le secteur de la santé en Algérie, l'Algérie est un immense pays qui fait 10 fois la France en taille, 42 millions d'habitants, pour ceux qui veulent pas aller sur Wikipédia. C'est une répartition, je dirais, sanitaire pour 1,76 lits pour 1000 habitants. On a une polyclinique pour 23 000 habitants, salle de soins pour environ 7 000 habitants, un médecin généraliste pour 1200 habitants et 1400 pour les spécialistes. En termes de chirurgie dentaire, environ 3 000 chirurgiens dentistes, un chirurgien dentiste, pardon, pour 3 000 habitants. Un pharmacien pour plus de 3 500, un paramédical pour 325 habitants. Globalement, je vous laisse voir que, en termes de professionnels de santé, nous sommes plutôt bien lotis comparativement à nos voisins et aux autres pays africains. Je ne vous cache pas que la taille du pays, je dirais, nous impose une problématique de taille. Sans jeu de mots, c'est le désert médical. Le désert médical, tous ces chiffres-là sont majoritairement
concentrée dans le nord du pays, donc dans les villes côtières, et plus on s'enfonce dans le sud, moins la couverture médicale est bonne. Si on veut un peu connaître le profil des établissements, donc globalement, près de 50% de la couverture sanitaire est une couverture de proximité par les EPSP. Les EPSP, c'est les établissements publics de soins de proximité, ce qu'on appelle dans d'autres pays les dispensaires. Un tiers de la couverture passe par des hôpitaux de moyenne taille qu'on appelle les EPH, les établissements publics hospitaliers, et le reste, je vous laisse regarder la slide en termes de répartition. Le secteur privé est omniprésent également dans la couverture sanitaire. Quand on lit clinique chirurgicale 248, c'est plutôt des cliniques médico-chirurgicales. Donc, c'est des cliniques qui seraient de taille moyenne et qui couvrent plusieurs spécialités médico-chirurgicales. Rares sont les cliniques qui sont exclusivement médicales. Et je vous laisse voir que les centres de diagnostic également, il n'y a pas un nombre important en termes de centres de diagnostic. De la même manière, ceci est assuré par les cliniques médico-chirurgicales. En termes de population médicale, on a plus de 9000 spécialistes, plus de 7000 généralistes, 6000 chirurgiens dentistes, environ 11 000 officines qui sont réparties sur le territoire national. Un point qui est important, qui est la croissance de ce marché. Je pense que c'est parmi les rares pays où nous observons encore une croissance à 2 chiffres. On est à plus de 11% de croissance, malgré la crise économique que traverse le pays, qui est principalement due au choc pétrolier avec la baisse des principales, je dirais, des principaux revenus de l'Algérie, qui sont des revenus oil and gas, donc qui sont impactés par la crise économique mondiale. À cela s'est ajouté, bien évidemment, la pandémie coronavirus. Malgré cela, il y a une croissance à 2 chiffres, il y a de belles opportunités qui encore s'offrent, je dirais, à des éventuels investisseurs internationaux. Ces opportunités étaient déjà là, mais depuis 2018, elles sont encore ancrées par voie réglementaire, car on a une nouvelle loi de santé datant de 2018 qui garantit la gratuité des soins. Cette gratuité, on l'avait avant, mais encore une fois, c'est une opportunité, je dirais, de soins qui est offerte à toute la population algérienne. Donc, c'est un marché de 42 millions d'habitants qui doivent être soignés. Mise à disposition d'une offre de soins adéquate, c'est un engagement qui est aussi, je dirais, ancré dans cette loi de santé. Comme disait Madame de Semaine tout à l'heure, une transition épidémiologique qui s'est observée. L'Algérie n'est plus un pays je dirais, à maladies infectieuses comme les autres pays africains, mais malheureusement, on observe depuis maintenant une quinzaine d'années l'émergence des maladies non transmissibles, notamment le cancer, qui représente un véritable fardeau économique et un véritable problème de santé publique. Pour cela, il y a un plan cancer qui a été lancé, un plan quinquennal 2015-2020, et là, il y a la continuité de ce plan par un deuxième plan quinquennal 2020-2025, justement, qui permet une meilleure prise en charge des patients atteints de cancer. Le développement est là, le développement des infrastructures est aussi là. On a plus de 160 structures de santé publique et privées prévues entre 2019 et 2021, donc de nouvelles infrastructures, 24 structures hospitalières en 2019, et en gros, on a la réception d'une vingtaine d'établissements hospitaliers par an. La santé militaire est également, je dirais, un segment à part entière en Algérie, qui s'enrichit avec 2 CLCC, qui sont des centres de lutte contre le cancer, qui sont répartis sur le territoire national. À cela s'ajoute le marché privé aussi, qui est en plein développement, car on observe 4 à 5 nouvelles infrastructures, ce que je disais tout à l'heure, plutôt des cliniques de moyenne taille par an.
C'est un marché à appel d'offres principalement. Hein. Je dirais, tous les marchés, les principaux marchés publics sont à appel d'offres. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a encore un taux d'infructuosité qui est assez élevé dans ces appels d'offres. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a encore des besoins non encore satisfaits. Ça voudrait dire que c'est des opportunités éventuelles pour des investisseurs qui s'intéresseraient au marché de la santé en Algérie. Il y a aussi un autre secteur, et cette fois-ci nous sommes dans le tertiaire, c'est tout ce qui est euh, digital santé qui est de plus en plus, je dirais, euh, mis, mis, euh, mis en exergue et encouragé. Premièrement, pour lutter contre le désert médical, il est clair que la télémédecine est un outil formidable qui a été testé, qui a fait ses preuves dans d'autres pays, de grands pays tels que le Canada, et qui a permis justement de lutter contre ce désert médical. Et on s'oriente de plus en plus vers l'utilisation des nouvelles technologies euh, en Algérie dans le domaine médical. D'ailleurs, les startups dans ce domaine, je dirais, se développent de plus en plus. Et d'une manière générale, les startups, on a eu même un nouveau ministère qui a été créé il y a un an, qui est un ministère des startups pour justement encourager le développement des startups en Algérie, ce développement, et je dirais encourager davantage quand il s'agit du domaine de la santé. Donc, la e-santé, elle est également dans la loi de santé que j'ai citée tout à l'heure de 2018. Il y a eu une création et une installation d'une agence nationale de numérisation en 2021, plusieurs sociétés savantes qui activent dans ce domaine, une activité qui se développe principalement dans le secteur privé, mais qui est là pour accompagner justement le secteur public dans sa prise en charge des patients d'une manière générale. Je pense qu'on a fini avec le chapitre santé. Je serais ravi de répondre à vos questions ultérieurement. Si on s'intéresse maintenant au chapitre pharmaceutique, on regarde un peu déjà un état des lieux de ce qui existe. Pour pouvoir se projeter, il est important de regarder ce qu'on a actuellement. Dernière mise à jour de ce qu'on appelle la liste de nomenclature, c'est-à-dire la liste des médicaments disponibles. On est à plus de 3400 médicaments enregistrés. On voit que la fabrication locale a une place, je dirais, prépondérante avec 60% en volume du marché qui est en fabrication locale. Ce qui représente en chiffre d'affaires quelque chose comme 50%, et ceci est expliqué principalement par, je dirais, les prix assez élevés des produits importés, qui sont souvent des produits issus de la biotechnologie. L'importation représente un peu plus que le tiers, avec un objectif qui est clair, réduire de plus en plus cette facture d'importation. Cette année, ce qui est affiché, ce qui a été dicté pas plus tard qu'hier par le président de la République, c'est une réduction de 10% de cette facture d'importation, avec un saving et une économie de plus de 400 millions de dollars. Là, c'est un historique d'une évolution. Je vous laisse regarder la barre bleue, si je peux me permettre, c'est la barre de la fabrication locale. Donc, je vous laisse voir que c'est une barre qui est croissante, ce qui démontre justement cette volonté d'encourager la production locale et éviter cette dépendance. Éviter cette dépendance, je dirais, c'est pas fantasmagorique, mais c'est principalement pour optimiser les ressources financières. Et maintenant, je dirais, avec coronavirus, que nous avons appris, il y a un nouveau concept qui est hyper important, c'est la sécurité sanitaire et garantir une autonomie en termes de production locale. Qu'est-ce qui est fabriqué en Algérie? Principalement des formes sèches. Hein. Quasiment 2 tiers de la fabrication, c'est des formes sèches hors antibiotiques. 10% de la fabrication, c'est des antibiotiques. De la même manière, des liquides non stériles à usage oral. Les formes pâteuses, c'est parmi les rares pays où on utilise encore quelques formes type suppositoire.
qui sont maintenant de moins en moins utilisés dans d'autres pays, mais en Algérie, c'est encore utilisé et ça fait ça. Je vous laisse regarder les 3%, et je pense que c'est là où il y a probablement, c'est là où il faut regarder. C'est là où il y aurait des opportunités, pardon, assez intéressantes en termes d'investissement. C'est les formes injectables. C'est un marché qui est de plus en plus croissant, de plus en plus d'opérateurs locaux ou internationaux implantés en Algérie s'intéressent à ce marché. Car les 3% qui sont ici, je dirais, principalement fabriqués localement, euh, ne, ne couvrent pas, ils sont loin de couvrir justement le besoin en termes d'injectables qui est de plus en plus croissant. Donc, il y a un véritable besoin local en termes d'injectables, en termes de produits issus de la biotechnologie. Et là, on arrive à un autre débat qui est un débat sur les produits biosimilaires et avec un encouragement qui est maintenant certain, affiché, déclaré par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et je pense que c'est un passage obligé pour pouvoir réduire la facture d'importation, c'est taper sur les molécules onéreuses et c'est la meilleure façon de faire, je pense, c'est d'enregistrer des produits biosimilaires qui répondent je dirais, aux standards qualité euh, internationaux et qui permettent de faire minimum 20 à 25% d'économie, ce qui n'est pas négligeable sur des médicaments qui sont généralement assez onéreux. Comment ça fonctionne en termes d'enregistrement? Il y a globalement 6 étapes. Il y a une demande de présoumission. Donc, on vous dit est-ce que votre dossier intéresse ou pas l'Algérie. Si on arrive avec le 15e MeToo, il est probablement inintéressant pour les autorités de l'enregistrer et également pour l'opérateur économique. Donc, c'est une étude un peu de faisabilité, étude de marché au préalable. Une fois qu'elle est accordée, il y a un avis de commission positif. Et là, on dépose le dossier d'enregistrement euh, qui va, dans un premier temps, il va avoir un traitement de la recevabilité du dossier et puis qui va passer en commission économique ou commission de prix, dans laquelle il y a, on va dire, des échanges avec l'opérateur économique qui permettent d'aboutir à une décision d'enregistrement unanime. Si on regarde maintenant le marché dans sa totalité entre médicaments et dispositifs médicaux, je vous laisse regarder qu'il y a quand même plus de 20% du business dans le dispositif. Et c'est loin d'être négligeable parce que si on regarde entre le dispositif, euh, c'est un marché qui est croissant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à savoir tout ce tissu sanitaire qui est en pleine croissance, que ce soit dans le secteur public ou privé. Je vous ai exposé tout à l'heure des chiffres démontrant l'évolution d'année en année de ce tissu sanitaire. Et on va dire toutes ces infrastructures doivent fonctionner. Pour que ça fonctionne, c'est avec du dispositif médical que ça fonctionne, c'est avec, je dirais, des antiseptiques. Donc, c'est un marché qui est également croissant et qui pourrait représenter quelques opportunités assez intéressantes. De la même manière, c'est une cinétique, hein, je vous laisse voir entre 2008 et 2020, en 12 années, la progression, je dirais, très importante qui a été observée. On a multiplié fois 6 notre consommation entre médicaments, dispositifs et matériel pour le diagnostic. La procédure d'enregistrement, maintenant, il y a une homologation des dispositifs médicaux, maintenant, depuis quelques années. Donc, il y a un dépôt de dossier de demande. Ça va un peu plus vite quand il s'agit d'une homologation, notamment des produits qui sont déjà marqués CE, qui sont approuvés par d'autres autorités reconnues mondialement. Donc, il y a un dépôt de dossier dans un premier temps. Il y a un traitement de la recevabilité de la même manière que pour les médicaments. Et puis, il y a une commission d'experts qui va statuer sur la recevabilité, sur l'intérêt d'enregistrer, d'homologuer ce dispositif médical qui va permettre l'obtention de la décision d'homologation. La distribution, c'est bien beau de fabriquer ou d'importer, il est important de vendre également. Et la vente passe par deux circuits de distribution. Il faut savoir que globalement, les hôpitaux, pour faire simple, achètent principalement de la PCH.
la pharmacie centrale des hôpitaux. Il y a quelques exceptions, mais on ne va pas s'y attarder. La pharmacie centrale des hôpitaux qui, elle, s'approvisionne soit en important de chez un laboratoire pharmaceutique, généralement le fabricant. La PCH n'aime pas trop passer par des intermédiaires, ou elle achète au local chez un fabricant quand il s'agit d'un appel d'offres local. Ce qu'il faut savoir, quand le produit est fabriqué localement, il est interdit à l'importation, ça a été dit par Madame Bessemat tout à l'heure, et aussi il est interdit à l'importation par la PCH, c'est-à-dire la PCH distingue maintenant depuis quelques années ses appels d'offres. Il y a deux types d'appels d'offres, appel d'offres importation, appel d'offres production locale. Donc, si le produit n'est pas fabriqué localement, la PCH s'autorise des appels d'offres internationaux. Ça, c'est le circuit, je dirais, court pour notamment les produits hospitaliers. Maintenant, le circuit qui est un peu plus long avec plus d'acteurs, c'est le circuit, je dirais, retail, donc détail, qui passe par les grossistes répartiteurs vers les pharmaciens qui, eux, distribuent et vendent des médicaments pour les patients. C'est un marché qui est très réglementé, notamment en termes de marge, d'accord? Donc, il y a des marges qui sont bien établies, qui sont réglementées et qui permettent, je dirais, un PPA, un prix public qui est, je dirais, fixé par les autorités ministérielles. En synthèse, si nous devons, je dirais, résumer en quelques mots les opportunités. Marché pharmaceutique, quelques mots, injectable, biosimilaire de bonne qualité, j'insiste sur la qualité. Donc, biosimilaire notamment enregistré dans l'Union européenne, FDA approved, ou dans d'autres pays, et il faudrait qu'il soit enregistré et commercialisé dans son pays d'origine. C'est une obligation qui est réglementaire. Les hormones, on commence à avoir un ou deux opérateurs en local, mais le besoin reste énorme, notamment en termes de production locale. L'Algérie protège ses investisseurs. L'Algérie protège sa production locale, plus exactement. Ça voudrait dire quoi? Que si demain, il y a un opérateur économique, qui soit algérien ou étranger, qui s'installe localement et qui fabrique une molécule localement, cette molécule, elle est protégée. Et ça voudrait dire que cette molécule serait interdite à l'importation. Donc, ça, c'est, je dirais, une véritable valeur ajoutée, ce qui permet à l'opérateur économique de, je dirais, avoir une emprise commerciale assez intéressante, notamment lors du lancement de ces molécules-là. Les capsules molles, c'est aussi un marché qui reste insatisfait. Les produits de biotechnologie, on en a parlé tout à l'heure. Je vous ai montré que l'oncologie est un vrai fléau. La prise en charge de l'oncologie coûte cher. La prise en charge de l'oncologie coûte cher et à l'importation. Donc, si on veut réduire la facture, il faudrait des molécules issues, je dirais, de biotechnologie de bonne qualité et je dirais à prix compétitif. On parlerait des biosimilaires et je dirais aussi des produits qui seraient fabriqués localement, qui pourraient bénéficier justement de cette protection, je dirais, commerciale que pourrait offrir la GEM. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à noter. Je pense que c'est parmi les rares pays qui peuvent garantir, qui peuvent offrir un marché de 4 milliards de dollars et offrir autant de garanties en termes de protection du business. Sur le marché du dispositif, transfert de savoir-faire et technologique, là aussi, je vous donne un exemple assez parlant. Le marché des glucomètres, d'accord, de la glycémie capillaire. C'est un marché qui est à 150 millions d'euros, qui était il y a 5 ans 100% en importation. Maintenant, je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai presque envie de dire qu'il y a une interdiction d'importation, car on a 4 ou 5 opérateurs locaux
qui fabriquent ces dispositifs et qui en bénéficient justement de cette protection en termes de, de business en local, car c'est des produits qui sont localement fabriqués. Matériels et équipements médicaux, je vous ai parlé tout à l'heure du développement du tissu médical, et ça aussi, il faut équiper toutes ces cliniques, il faut équiper toutes ces infrastructures hospitalières, et là, c'est principalement de l'importation et nous en sommes conscients. Nouvelles technologies, ça aussi, c'est vraiment, ça rejoint la e-santé, ce qu'on avait dit tout à l'heure autour de la e-santé et les dispositifs médicaux. Je pense qu'il y a une grande marge de progression en termes de production locale, de montage de dispositifs médicaux en Algérie, parce que le besoin est encore là et je pense qu'il est grandissant. Merci pour votre attention et merci Madame Penseman. Je vous repasse la parole. Parfait, merci beaucoup, docteur Sahraoui, pour votre intervention. Merci aussi au docteur Morsli. J'espère qu'avec nos interventions, vous avez pu avoir une idée de ce qui se fait en Algérie, comment fonctionne le système et quel est vraiment le système pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique et la santé. On n'en a pas parlé, mais bien sûr, les opportunités dont on vous a parlé aujourd'hui, focalisées sur ce qui peut se faire dans le marché local, mais il faut savoir que l'Algérie veut se positionner aussi sur l'export. C'est quelque chose que l'on pourrait parler encore plus. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le secteur de la santé, l'industrie pharmaceutique, à nous poser toutes vos questions. Merci beaucoup et à très bientôt. On est là pour répondre à vos questions.